épisode 2, j'aurais préféré que ce soit toi qui meures. Précédemment, dans Les Disparus de Crystal Lake. Ce dont je me rappelle ensuite, c'est que ma sœur a demandé si elle pouvait prendre son vélo pour aller chercher le papillon. C'est trop bête, j'aurais dû aller avec elle. Il n'y avait personne dans la voiture, mais il y avait un type juste à côté. Il s'est mis à marcher vers là-bas, très doucement, en regardant devant lui. Je m'en souviens très bien, parce que ça me hante depuis le jour où je l'ai vu. J'ai dit à la police, ramenez-vous. Je voyais que les baskets qui dépassaient, donc je suis pas allé creuser plus loin. Je suis Matthew William Phelps et vous écoutez Les Disparus de Crystal Lake. Allô? Bonjour Irène, c'est moi, Matthew William Phelps. Ah, ok. C'est vous qui m'avez laissé un message. Il y a 47 ans, l'infirmière de l'école où Janice Pocket était élève a fait une découverte. Quand elle m'a dit ce qu'elle savait, j'ai commencé à regarder cette affaire sur laquelle j'enquête depuis 11 ans sous un nouveau jour. En 1973, Janice Pocket prend son vélo pour aller récupérer un papillon qu'elle a caché sous un rocher, à 500 mètres de chez elle. Depuis, plus personne ne l'a revu. Elle n'avait que 7 ans. Pourtant, il y avait un témoin, une voisine qui a aperçu un break bleu garé en travers de la route et un homme en uniforme qui marchait dans la même direction que Janice. Il était en train de suivre quelqu'un, la voisine en est persuadée. Mais la police n'a jamais rien pu faire de cette information. Ça fait des années qu'on me parle d'une infirmière du nom d'Irene Reich, qui travaillait à l'école de Janice et qui pourrait être en possession d'informations décisives pour la suite de l'enquête. Le seul problème, c'est que personne ne semblait être en mesure de la contacter. J'ai fini par en parler à la sœur de Janice, Mary. Elle s'est renseignée auprès de ses anciens camarades de classe et elle a fini par retrouver son adresse et son numéro de téléphone. Je l'ai donc appelée et j'ai enfin pu discuter avec elle. Elle m'a tout raconté sur cette époque lointaine où Janice n'était qu'une écolière comme les autres. J'étais infirmière scolaire. Je m'occupais des petites classes, jusqu'au CE1. À la fin de chaque année scolaire, je rassemblais les dossiers médicaux de tous les élèves qui passaient en CE2 pour y jeter un dernier coup d'œil, avant de les transférer à ma collègue. Nous sommes en juillet 1973, c'est le milieu de l'été. Tous les enfants sont en vacances et ils profitent du beau temps. La rentrée est dans 2 mois, en septembre. En tant qu'infirmière, Irène est donc chargée de transférer les dossiers médicaux de tous les élèves qui changent de classe l'année suivante. C'est la routine, elle fait ça tous les ans. Mais cette fois-ci, elle remarque quelque chose d'étrange. De tous les dossiers, le seul qui manquait, c'était celui de Janice. Je me disais qu'elle avait découvert la disparition du dossier seulement après que les recherches pour retrouver Janice aient commencé. Je ne m'étais jamais posé la question, pour moi c'était logique. La gamine disparaît, la police commence à poser des questions, l'infirmière de l'école vérifie ses dossiers médicaux, et là, elle se rend compte que celui de Janice n'est plus là. Mais dans les vieilles affaires comme celle-ci, il faut toujours y regarder à 2 fois. On ne peut rien prendre pour acquis. Il y a autant de rumeurs et de faux semblants que d'informations vraiment fiables. Figurez-vous qu'en fait, les choses ne se sont pas du tout passées comme ça. Non, je m'en suis rendu compte juste avant sa disparition. Dans mon souvenir, j'étais en train de rassembler tous les dossiers pour les faire passer à ma collègue qui devait s'en charger l'année suivante. Et là, j'ai réalisé que celui de Janice n'y était pas. Ça m'a surprise, parce que je fais très attention avec les dossiers médicaux des élèves. Il y a tellement d'informations sur eux dedans. Et notamment leurs adresses, c'est ça? Oui. Et ces documents, ils étaient rangés où? Dans notre bureau, à côté de l'infirmerie, on avait 4 grands tiroirs qui servaient à ranger les dossiers. Et on ne les fermait pas avec des cadenas, ça je peux vous le dire. À l'époque, on n'en voyait pas l'utilité. Celui de Janice était dedans, comme tous les autres. Qui, à part l'infirmière, pouvait avoir accès à la salle où étaient rangés les dossiers des élèves? Souvenez-vous, nous sommes en 1973, et à l'époque, comme Irène vient de nous le rappeler, on se souciait beaucoup moins de protéger les données personnelles des gens. Est-ce qu'il arrivait parfois que des gens qui ne travaillent pas pour l'école aient accès à ce bureau? Par exemple, des employés du comté qui se déplaçaient dans toutes les écoles de la région? Les seules fois où c'est arrivé, c'était des gens de la maintenance qu'on appelait pour régler des problèmes techniques. Un employé de maintenance, voilà qui est intéressant. Il faudra que j'aille fouiller dans les archives de l'école pour en savoir un peu plus sur les gens qui sont passés par là au moment de la disparition de Janice. C'est une bonne piste. En près de 10 ans, j'ai interrogé des centaines de personnes, donc j'ai bien en tête les noms de toutes celles et ceux qui sont liés de près ou de loin à ces affaires. Peut-être qu'en cherchant dans les archives, je pourrais recouper le témoignage d'Irène avec des noms que je connais déjà.
Bien sûr, il se peut aussi que ce ne soit qu'une simple histoire de dossier mal classé et que tout ça s'avère être une fausse piste. Mais je ne peux pas l'ignorer pour autant. Ce qu'Irène est en train de me révéler est important, j'en suis persuadé. Il n'était pas mal classé, il avait juste disparu. Mais on ne l'a jamais retrouvé. Il s'est évaporé dans la nature, tout comme elle. Mon enquête sur l'affaire Janice Pocket progresse bien. Et je n'arrête pas de penser à ces autres filles disparues. Je me demande s'il n'y aurait pas un lien, quelque chose qui relierait toutes ces histoires entre elles. J'en ai parlé dans le dernier épisode. Quand Janice Pocket a disparu, la panique s'est emparée des villes voisines d'Ellington, de Vernon et de Toland. Vous pouvez demander à tous ceux qui ont grandi dans le coin. Même maintenant, après toutes ces années, ils n'ont pas oublié ce nom-là. Janice Pocket. Ils se rappellent encore l'histoire du papillon. Mais ce qui rend le tout encore plus terrible et troublant, c'est qu'un an seulement après qu'on a perdu toute trace de Janice Pocket, à quelques kilomètres à peine de l'endroit où elle a été vue pour la dernière fois, une autre jeune fille a été enlevée. Lisa Joy White. Elle avait à peine 13 ans. Cette histoire, c'est celle sur laquelle j'enquête depuis le plus longtemps. Et plus encore que les autres, c'est une affaire personnelle. Avec April White Faletti, la sœur de Lisa, on se connaît depuis plus de 30 ans. On allait à l'école ensemble, et depuis le temps, elle fait pratiquement partie de la famille. Hello. April est propriétaire d'une salle de danse où elle donne aussi des cours. C'est quelqu'un qui déborde d'énergie. Elle n'est pas bien grande, mais elle pète le feu, avec des cheveux blond platine qui lui tombent en dessous des épaules. On se retrouve à sa salle de danse, au centre-ville d'Ellington. Il y a des tutus et des ballerines rangées un peu partout, et sur les murs, elle a accroché des dizaines de prix et de médailles que ses élèves ont remportés au fil des années. Il y a des gamines qui courent dans tous les sens pour se préparer avant le début du cours. Elles ont le même âge qu'avait Lisa White quand elle a disparu. Certaines d'entre elles lui ressemblent même un peu. On s'assoit sur un des sofas de l'accueil. Elle me raconte qu'en 1974, quand sa sœur a disparu, Vernon et Ellington n'étaient encore que des petites villes rurales du Connecticut. La disparition de Lisa a eu un impact énorme. Les gens étaient scandalisés. Et ils voulaient que tout soit fait pour qu'on la retrouve. Ils allaient même jusqu'à se rendre au commissariat de Vernon pour exiger que la justice fasse son travail. Je suis arrivé à Vernon en 1979, et je me souviens que même 5 ans plus tard, dans ce coin de la Nouvelle-Angleterre, tout le monde était encore sous le choc de ce qui était arrivé à Lisa. Au bureau de poste, dans les gradins pendant les matchs de baseball, à la station-service, partout. On voyait son visage placardé sur les murs, à côté de celui de Janice et d'une autre fille dont je parlerai dans un prochain épisode. Je n'avais que 12 ans à l'époque, et de voir ces visages si innocents sur les avis de recherche, ça me donnait de la chair de poule. Je n'arrêtais pas de me demander qui serait le prochain ou la prochaine à avoir sa photo affichée partout. Partout, mais vraiment partout. Sur les cabines téléphoniques, à l'épicerie, à la bibliothèque, même dans mon école sur Maple Street, il y avait des avis de recherche. À chaque fois que j'en voyais un, je me sentais tellement mal. Quand on a perdu un être cher, la douleur est là, partout, tout le temps. Chaque fois que je vois Judy Kelly, la mère d'April et Lisa, je me rends compte à quel point cette souffrance continue de l'affecter. Et le temps n'y fait rien. C'est pareil pour April. Dès qu'on prononce le nom de Lisa devant elle, son regard se voile et on sent que la douleur revient comme si elle n'était jamais partie. Je voyais ces affiches et j'en tremblais, littéralement. Ça aurait très bien pu m'arriver à moi aussi. Et quand je tombais sur ces avis de recherche, surtout dans les jours qui ont suivi sa disparition, c'est surtout à ma mère que je pensais. J'avais peur que les gens la prennent pour une mauvaise mère. Alors que je voyais bien, moi, combien elle souffrait. Mais en même temps, je vivais constamment dans l'ombre de Lisa. Il y a 40 ans, jour pour jour, une adolescente de Vernon était portée disparue. Aujourd'hui, les habitants de la ville se sont rassemblés pour honorer la mémoire de Lisa Joy White et s'assurer que son nom ne soit jamais oublié. En 2014, avec April et d'autres volontaires, on s'est réunis pour inaugurer un mémorial en l'honneur de Lisa White. On a fait ça le jour du 40e anniversaire de sa disparition.
Le maire de Vernon est venu, et il y avait même certains des policiers municipaux que j'ai rencontrés au fil de mes enquêtes. On était une centaine en tout à s'être rassemblés. Ça, c'est ce que j'appelle une communauté soudée. Le mémorial est un monument tout simple. Un bloc de granit où sont gravés le visage de Lisa et les mots « à jamais dans nos cœurs ». Le portrait est inspiré de sa dernière photo de classe. C'est la même image qui a servi pour les avis de recherche. On y voit ses yeux d'un bleu perçant, ses cheveux blonds qui lui arrivaient juste au-dessus des épaules et ce petit sourire un peu narquois qu'elle arborait souvent. Ce mémorial est dédié à Lisa, mais aussi à sa mère, Judy Kelly. Judy, c'était une mère célibataire avec 3 enfants à charge. Elle devait jongler entre 3 boulots différents pour boucler les fins de mois. Elle travaillait dur et en plus de ça, il fallait encore qu'elle nous amène au baseball, à la danse, au foot. Et elle s'en sortait quand même. C'était une mère en or. Et la danse, c'était surtout la passion de Lisa, c'est ça? Exactement. Toi, c'était pas spécialement ton truc. Non, j'y allais seulement parce que ma sœur y allait aussi. Et t'as décidé de marcher dans ses pas, c'est ça? Tout à fait. Ici même, avec cette salle de danse? Exactement. Et t'as rien lâché? Oui, c'était très important pour Judy. Parfois, j'avais l'impression que j'essayais d'être 2 personnes en même temps, comme s'il fallait aussi que je remplace Lisa. C'était beaucoup de pression. Surtout que j'étais une ado. Mais sans Lisa, je me serais jamais mise à la danse. C'était son truc. Elle était super douée. Elle avait une de ses énergies. Lisa était danseuse et acrobate. Elle avait ça dans le sang. Mais c'était aussi une adolescente indépendante et obstinée. Même très jeune, elle avait déjà ce besoin de n'en faire qu'à sa tête, de se rebeller, de défier l'autorité. Malheureusement, elle s'est mise à traîner avec les mauvaises personnes et ensuite la danse... Oubliée. C'est ça. Elle avait son caractère, Lisa, non? C'est le moins qu'on puisse dire. C'était une obstinée, elle ne lâchait jamais le morceau et s'il fallait en venir aux mains, c'était pas la dernière. Après, il m'en dit un peu plus sur les fréquentations de Lisa. Elle avait quelques copines qui avaient son âge, mais les garçons avec qui elle traînait, ils avaient 5, 6, 7 ans de plus qu'elle. C'était des jeunes hommes déjà et ils avaient une mauvaise influence sur ma sœur. Lisa passait son temps avec une bande de voyous à faire des choses qui n'étaient pas de son âge. C'est avec eux qu'elle était la nuit précédant sa disparition. C'était le soir d'Halloween. Elle était avec un groupe de mecs et une de ses copines qui avait son âge. Et ils sont partis faire une virée en voiture. Bien sûr, ils buvaient pas que de l'eau. À un moment, ils se sont mis en tête de balancer des citrouilles par les fenêtres de la bagnole. Et c'est là que les flics sont arrivés. Ils ont tous fini au poste et Lisa aussi. Qui aurait pu se douter, à ce moment-là, que cet épisode serait d'une importance cruciale et qu'il amoindrirait sérieusement les chances de retrouver Lisa? Ils ont dû appeler ma mère pour qu'elle vienne la récupérer. Pas besoin de te faire un dessin, elle était furax et très inquiète en même temps. C'était pas la première fois que Lisa faisait des conneries, donc ma mère s'inquiétait. Et donc, à cause de cette histoire, elle était punie le 1er novembre, c'est ça? Tout à fait. Mais ma mère devait travailler ce soir-là et dès qu'elle est partie, Lisa est ressortie pour aller voir cette copine qu'elle considérait presque comme une sœur. Cette copine dont parle April, c'est Maria Sgro, la meilleure amie de Lisa. Le soir où elle a été enlevée, Lisa, qui était punie, aurait dû se trouver dans sa chambre, à Vernon. Mais à la place, elle est sortie en douce pour aller voir Maria à Rockville, à 3 km de là. Vers la fin de l'après-midi, elle fait le trajet à pied. Elle s'arrête 2 fois en chemin pour voir des amis. À tous les 2, elle promet de les rappeler quand elle sera rentrée chez elle. Elle prévoit d'être de retour pour 11h du soir. Elle était là-bas et elle a dû y passer 1 heure ou 2. Mais elle voulait revenir à la maison avant que ma mère ait fini le travail puisque, je le rappelle, elle était punie. Comme elle était en retard, elle a décidé de faire du stop. Sauf qu'elle n'est jamais rentrée. Aujourd'hui, je suis venu à Vernon pour rencontrer Maria Sgro, l'amie avec qui Lisa a passé quelques heures, la nuit où elle a disparu. Je vais garer ma voiture ici, à quelques mètres seulement du mémorial. J'ai envie de voir de mes yeux l'endroit où était Lisa la dernière fois qu'elle a été aperçue. Je veux dire, je suis déjà passé par là des dizaines de fois puisque j'habite juste à côté, mais j'ai besoin de m'imprégner encore de l'ambiance de cet endroit, Talcott Park.
à l'angle d'Elm Street et de Prospect Street. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, bien. Maria Sgro a le même âge qu'aurait eu Lisa White s'il était toujours parmi nous, c'est-à-dire environ 59 ans. Elle a des cheveux gris qu'elle porte court et elle a l'air sincèrement gentille. Pendant qu'on discute, elle n'arrête pas de regarder autour d'elle, comme si elle cherchait des visages connus. Il faut dire que ça fait un petit moment qu'elle a déménagé loin d'ici. Le coin où nous sommes est assez animé, c'est le centre-ville. Le long des rues qui bordent le parc, il y a des vieilles maisons qui datent de l'époque victorienne. Plusieurs d'entre elles abritent aujourd'hui des entreprises de pompes funèbres où j'ai moi-même assisté aux obsèques d'amis proches. Ça donne à l'endroit une atmosphère lugubre. Maria et moi nous dirigeons vers Talcott Park. C'est là que se trouve le monument en hommage à Lisa. La maison où Maria habitait avec ses parents est juste en bas de la rue. Le parc en lui-même est assez petit. Il fait à peine la taille d'un terrain de foot. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Il ressemble à n'importe quel autre parc, dans n'importe quelle autre petite ville, avec une allée cimentée au milieu, une aire de jeu dans un coin, des bancs. Quand Maria parle, j'entends dans sa voix une douleur que je ne connais que trop bien, à force de l'entendre chez tous ces gens que j'interroge au sujet de ces affaires de disparition. Les souvenirs traumatisants ne s'effacent jamais vraiment. Maria me tient le même discours que tous ceux avec qui j'ai pu discuter. Elle m'explique que le temps qui passe n'a rien changé, et que c'est toujours aussi dur de ne pas savoir ce qui a pu se passer. Je lui demande de me raconter les souvenirs qu'elle garde de la nuit où Lisa a disparu. Et donc, elle vous a appelé cette nuit-là pour vous dire qu'elle venait? Ouais, elle est venue chez moi. Elle voulait laisser un mot à mes parents pour leur dire qu'elle était désolée de m'avoir embarquée dans ces bêtises et qu'elle s'excusait de leur avoir causé du souci. Par rapport à la veille? Ouais, c'est ça. Et mon père était là quand elle est arrivée, mais il dormait, donc on était dans ma chambre. On faisait pas de bruit. Elle est venue à pied? Ouais, c'est ça. Elle faisait tout à pied, et ça, c'est un détail important, comme on le verra plus tard. Soit j'étais chez elle, soit elle venait chez moi, soit on était au Red Apple, c'était notre père, on était tout le temps là-bas. Le Red Apple, c'était une minuscule supérette qui se trouvait à environ 2 km de chez Maria, le genre d'endroit typique de ces petites villes américaines. Souvenez-vous, Lisa était punie à cause de la soirée qu'elles avaient passée la veille avec Maria, et sa mère lui avait interdit de la revoir. Lisa a donc attendu que Judy parte au travail, aux alentours de 16 heures, pour filer rejoindre son amie. Donc sa mère est partie travailler, et ensuite, Exactement. Elle est venue vous voir. Ma mère était pas là, donc j'ai prévenu Lisa, elle est venue dès qu'elle a pu. On a discuté un peu, on est resté dans ma chambre, et puis on s'est dit au revoir. On s'est dit, bon, on se voit en cours, vu qu'on n'avait plus le droit de se parler, à cause de notre soirée de la veille. Pour dire ce qu'elle avait sur le cœur, Lisa passait souvent par l'écriture. Le soir de sa disparition, elle a pris une feuille de papier jaune et elle a rédigé une lettre de 2 pages pour sa mère, Judy Kelly. Cette lettre commence par ces mots. « Écoute, maman, je suis vraiment désolé. » Lisa s'excuse d'avoir causé tous ces problèmes la nuit d'avant, mais elle ne s'arrête pas là. Elle explique ensuite à sa mère ce qu'elle voudrait, ce qui lui manque le plus dans la vie. Je cite, « Maria et sa famille, c'est ça dont je rêve. » Cette adolescente qui a grandi sans père rêvait d'avoir une famille traditionnelle avec 2 parents pour s'occuper d'elle. Ce qui est clair, c'est que cette lettre n'est pas celle d'une jeune fille sur le point de fuguer. Lisa explique à sa mère des choses qu'elle n'arrivait pas à lui dire en face, tout en s'excusant d'avoir passé sa soirée de la veille à boire des coups et à balancer des citrouilles par la fenêtre, pour finir arrêtée par la police. Elle aimait profondément sa mère. Bien sûr, elles avaient leurs petits différends. Mais elle l'aimait, et pas une seule fois, elle n'a parlé de fuguer. Bon, il y a des fois où elle disait qu'elle quitterait la maison la seconde où elle serait majeure, enfin, genre de choses qu'on pense quand on a 13 ans. Mais elle n'aurait jamais fait ça à sa famille. Dans sa lettre, Lisa parle aussi d'un garçon, Greg. Elle dit qu'elle aime Greg et Maria, je cite, « plus que tout au monde ». Vers la fin de la lettre, elle ajoute « Je crois que je commence à comprendre un peu mieux la vie ». Est-ce qu'elle vous a dit des choses qui pourraient expliquer ce qui s'est passé ce soir-là? Elle m'a dit qu'elle était amoureuse de Greg. Greg, c'était le meilleur ami du petit copain de Maria. Ils avaient tous les deux quelques années de plus que Maria et Lisa. Les 2 garçons n'habitaient pas loin du Red Apple, ce qui explique pourquoi les filles y passaient autant de temps. Lisa disait qu'elle était folle amoureuse de Greg. Au début, il a été considéré comme un suspect potentiel, mais cette piste a vite été abandonnée. Mais revenons au soir du 1er novembre, le soir de la disparition. Au bout d'un moment, Lisa se décide à partir de chez Maria.
Et donc, elle finit par me dire « Ok, il faut que j'y aille », parce que ma mère, elle est arrivée et qu'elle voulait être chez elle avant que Judy rentre du travail. Vous vous rappelez à quelle heure elle est arrivée chez vous? Je pourrais pas dire exactement. Ok, et à quelle heure elle est partie? Vers 19h30 environ. Il était pas tard, je le sais parce que ma mère était sortie faire les courses, donc ça veut dire que les magasins étaient encore ouverts. Il faut que je précise qu'en Nouvelle-Angleterre, à 19h30, en plein mois de novembre, il fait déjà nuit noire. Pas forcément les conditions idéales pour faire du stop, surtout quand on est une adolescente de 13 ans et qu'on est seul. Et vous sauriez me dire quelle direction elle a prise? Elle partait toujours par là. Maria montre la direction de l'ouest, et en effet, c'est le chemin le plus court pour retourner chez Lisa. Il faut prendre à droite en sortant de chez la famille Sgro pour rejoindre Union Street, puis marcher une vingtaine de minutes jusqu'à atteindre un magasin 7-Eleven. On prenait toujours le même chemin, on marchait jusqu'au 7-Eleven, et de là, c'était tout droit. Le 7-Eleven se trouve sur West Road. En partant de là, il suffit de continuer tout droit le long de la rue pour finir par croiser Reagan Road, où se trouve la maison de Lisa. Pour Maria, ça ne fait aucun doute. C'est ce chemin que son amie a emprunté. La mère de Lisa n'a signalé sa disparition qu'à 22h30. Si elle est bien partie de chez Maria autour de 19h30, son kidnappeur a donc 3 bonnes heures d'avance sur la police. D'autant plus que nous sommes en 1974, donc pas d'internet, pas de portable. Les commissariats ne communiquent presque pas entre eux. Et faire passer le moindre message peut prendre des heures. En partant de Rockville, il ne faut pas plus de 3 ou 4 heures pour changer d'état et passer en Pennsylvanie ou dans le New Jersey. Et là, d'un coup, à 1h du matin, mes parents me sortent du lit pour me demander si j'ai vu Lisa ce soir. Et ne t'avise pas de mentir, ils m'ont dit. J'ai paniqué. Donc j'ai dit la vérité. Et au début, en fait, tout le monde pensait que c'était une fugue. Ouais, c'est ça. Tout le monde pensait qu'elle s'était enfuie à cause de notre virée de la veille, parce que, bien sûr, mes parents étaient très en colère contre nous, et Judy, n'en parlons pas. Donc tout le monde pensait qu'elle avait fugué, et que moi, je savais où elle était, que je la cachais même. Les premiers enquêteurs se sont concentrés sur Maria. Ils étaient persuadés qu'elle savait ce qui était arrivé à Lisa. Encore en 2016, quand le dossier a été rouvert, c'est la première piste qui a été explorée. Des policiers venaient lui mettre la pression pour qu'elle leur dise où Lisa était passée. Cette hypothèse de la fugue a empêché les enquêteurs de se lancer à sa recherche dès les premières heures de sa disparition, alors que celles-ci sont souvent cruciales pour récolter des preuves et des témoignages. Attention, je ne cherche pas non plus à mettre toute la faute sur la police. La situation avait tout d'une fugue. On était en 1974. Mais j'ai lu absolument tous les rapports de police de cette période et ils partent tous du principe que Lisa s'est enfuie. Maria tentait tant bien que mal de faire entendre raison à la police. Elle leur répétait qu'elle ne savait rien. Et dans les heures et les jours qui ont suivi la disparition de Lisa, elle a fini par prendre les choses en main. Avec quelques autres jeunes, on allait partout en ville pour montrer des photos d'elle, on la cherchait dans les bois, on fouillait un peu partout. Mais quelqu'un finissait toujours par me demander où elle était et ce que je savais. Et ça a duré plusieurs années comme ça. Donc finalement, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allée voir l'officier de police chargé de l'affaire, je me rappelle plus son nom. Il m'a dit que le seul moyen de prouver que je savais rien, c'était de passer au détecteur de mensonges. J'ai répondu OK et mon père m'a donné la permission. Et donc vous avez... Donc je suis passée au détecteur de mensonges. Et il vous a donné raison. Et il m'a donné raison. Juste après cet épisode, il s'est passé quelque chose de si choquant que Maria est encore bouleversée rien que d'y repenser. J'oublierai jamais. Et c'est pas pour remettre la faute sur Judy, je lui en ai jamais voulu, mais quand elle a appris que j'avais passé ce test, elle a débarqué en furie chez moi et elle m'a dit « Si seulement ça avait été toi. J'aurais préféré que ce soit toi qui meure. » Julie Kelly a cherché sa fille sans aucun répit. Pendant des décennies, elle est passée chaque mois au commissariat de Vernon pour leur demander des comptes. Nous avions un lien spécial, elle et moi. En 2009, elle m'a demandé de mener l'enquête sur la disparition de sa fille. Et je lui ai promis que je trouverais des réponses. En 2012, elle m'a transmis un dossier de 400 pages qu'elle a compilé elle-même. On y trouve notamment un journal qu'elle a tenu méticuleusement dans les jours suivant la disparition, et des lettres écrites par Lisa. Malheureusement, le 3 juillet de cette même année 2012, elle nous a quittés à l'âge de 72 ans. Depuis, je n'ai qu'une obsession, tenir ma parole. Chaque fois que je me replonge dans cette affaire, je ressens toujours la même frustration.
comme si la solution était là, juste sous mes yeux, sans que j'arrive à mettre le doigt dessus. Un jour, en fouillant dans le dossier de Judy, je suis tombé sur une coupure de journal datée de 1975, un an après la disparition de Lisa. Judy avait fait publier une lettre qu'elle avait adressée à la police. Voilà ce qu'elle écrivait. Imaginez un peu ma surprise quand j'ai appris que la police de Vernon avait mis en place une équipe de 100 personnes pour retrouver un homme de 46 ans qui avait disparu. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi ma fille de 13 ans ne valait pas la peine de se donner tout ce mal? J'ai lu le journal de Judy Kelly et je peux vous dire qu'elle n'a jamais été dans le déni. Elle connaissait sa fille et elle était sûre qu'elle ne reviendrait pas. Lisa était morte, elle le sentait. C'est pour ça qu'elle a eu des mots aussi durs pour Maria des années plus tard. Ce n'est pas la première fois que je vois ce genre de réaction. C'est fréquent dans ce type d'affaires. Pour les familles, la douleur est insurmontable. Et elles sont tellement à vif qu'elles ne savent pas vraiment ce qu'elles font, ni ce qu'elles disent. Tout ce à quoi elles pensent, ce sont ces images de toutes ces choses horribles qui sont arrivées à leur enfant. C'est pour ça que Judy a perdu le contrôle, et qu'elle s'en est prise à Maria, la seule personne sur qui elle pouvait reporter sa colère. Je comprends, Judy. Je comprends sa colère. Mais je pense que ça aurait été plus facile si on était restés en contact. Parce qu'elle voulait même plus que je l'approche, ni elle, ni ses enfants. Et je la comprends vraiment. Ça a dû être tellement dur pour elle. Elle a tellement souffert. Il lui fallait un bouc émissaire. Et c'est tombé sur moi. Vous savez, c'est plus facile de se mettre en colère contre quelqu'un que de faire face à toute cette souffrance. Mais j'ai compris ça plus tard. Quand j'ai eu des enfants, j'ai compris. Elle était surtout bouleversée. Ouais, on ne s'est pas parlé pendant des années. Puis un jour, je crois que c'était... J'avais déjà mes enfants, donc j'allais sur la fin de ma vingtaine. Je l'ai croisée par hasard, on s'est parlé, et elle m'a dit qu'elle regrettait ce qu'elle avait dit. Je lui ai répondu que maintenant que j'avais des enfants, je comprenais. Je lui en veux pas. 45 ans ont passé, et pourtant Maria tremble quand elle en parle. Elle est en larmes. Ces affaires-là ont toujours ce genre d'effet sur les gens. Le meurtre, les traumatismes, tout ça cause des émotions terriblement violentes, et toutes les personnes autour sont affectées. C'est sans fin. Donc Lisa s'en va vers 19h30, et d'habitude elle faisait du stop pour rentrer, c'est ça? C'est ce qu'on faisait quand on était toutes les deux. Mais toute seule, je sais pas si elle s'y serait risquée. Peut-être qu'elle s'est dit qu'elle n'arriverait jamais à temps et que c'est pour ça qu'elle a essayé de faire du stop ce soir-là. Je sais pas. Mais on avait une règle, toutes les deux. Jamais de stop toute seule. Maria affirme que toutes les deux, elles se montraient toujours prudentes. Elle ne montait jamais dans une voiture toute seule. Mais aujourd'hui encore, elle se demande si Lisa n'a pas dérogé à la règle cette fois-ci. Parce qu'elle voulait à tout prix arriver avant sa mère qui devait rentrer vers 21h. Comme elle était punie et qu'elle ne voulait pas se faire prendre, peut-être qu'elle a tenté l'autostop. Donc la règle c'était, si on se retrouve toute seule, tant pis, on marche, même si c'est loin. Mais ce soir-là, elle n'était pas dans son état normal. Il y avait eu la soirée de la veille et elle avait peur qu'on puisse plus jamais être amis, elle et moi. Il y a une autre hypothèse, qui m'a été soufflée par un des policiers qui a travaillé sur cette affaire. Peut-être que Lisa a croisé quelqu'un qu'elle connaissait et qu'elle lui a demandé de la déposer. Maria ne le sait pas, mais au fil de mon enquête, j'ai essayé d'établir des liens avec les autres disparus, Janice Pocket, Debbie Spickler et Susan LaRosa. Je tente ma chance et je mentionne l'un des noms. Est-ce que vous connaissiez la famille LaRosa qui habitait dans votre rue? Ouais, je faisais du babysitting chez eux de temps en temps. Quelle incroyable révélation! Maria avait été la babysitter de Susan LaRosa. Je tenais un lien direct entre l'affaire Lisa White et une autre jeune fille disparue dans la région. Maria m'a dit que j'étais le premier à lui poser la question. Des fois, tout ce qu'il faut pour résoudre les vieilles affaires comme celle-là, c'est poser la bonne question à la bonne personne, et d'un coup, tout se débloque. J'entrevoyais enfin l'ombre d'une solution, et je me sentais remotivé, mais aussi un peu dépassé par l'ampleur de la révélation que je touchais du doigt. Donc, après avoir pris congé de Maria, j'ai pris un moment pour me poser dans ma Jeep et réfléchir. Et c'est là que j'ai fini par comprendre. Janice Pocket a été enlevée en 1973. En 1974, c'est au tour de Lisa White de s'évaporer. Enfin, en 1975, Susan LaRosa disparaît, exactement au même endroit que Lisa.
Officiellement, il n'existe aucun lien entre toutes ces affaires. J'ai posé plusieurs fois la question aux autorités et à chaque fois, on m'a répondu la même chose. On m'a dit qu'il n'y avait aucun rapport. Mais s'il y a une chose que j'ai apprise dans ma carrière d'enquêteur, c'est que dans les histoires de meurtre et d'enlèvement, les coïncidences, ça n'existe pas. Dans le prochain épisode des Disparus de Crystal Lake. Et puis ensuite, elle s'est mariée avec Robert. Et elle est partie habiter avec lui. Ma mère avait l'air soulagée, je m'en rappelle. Elle devait se dire, il y a quelqu'un d'autre pour s'occuper d'elle maintenant. Je n'ai plus à m'en préoccuper. Elle va avoir la belle vie. Ma sœur Sue, c'était pas une très bonne mère. Elle était même horrible, on peut le dire. Elle les a traumatisés, ces moments. Elle ne voulait pas ses enfants. Dans les affaires de violence domestique, le plus souvent, les mecs s'en tiraient avec un simple avertissement. Quand ils venaient au commissariat, on leur disait des trucs comme « Tiens un peu ta gonzesse ». Je l'ai déjà vu lui balancer des coups de poing en pleine tête. Il a fallu lui faire des pointutures même. Et lui, il bronchait pas. Il se laissait faire. C'était le 2e épisode des Disparus de Crystal Lake, un podcast Énergie et iHeart Podcast. Mise en son Nicolas Mollet, produit avec l'Acme Productions. Avec les voix de Philippe Mema, Valentine Alaki, Léonie Pinjot, Blanche Leleu, Sophie Fogarassi, Sylvain Sougnier et Pierre-Michel Dudon.